Bonjour et bienvenue à tous ceux et à toutes celles qui nous rejoignent sur ce temps d'échange dédié au concours enseignants premier et second degré pour la session 2025. Je vois tout de suite une question qui apparaît, alors je vais répondre tout de suite. Donc c'est un webinaire qui va durer à peu près 1 heure, voire peut-être un petit peu plus en fonction des questions. Alors je vais me présenter en premier lieu, je m'appelle Anne-Sophie Tabel et je suis chargée de mission académique pour le recrutement et pour l'égalité professionnelle en faveur des femmes et des hommes. Alors ce webinaire, il est vraiment à destination de toutes les personnes qui souhaitent s'engager dans cette belle et vaste mission d'enseignants. Mais ce webinaire, il est aussi à destination des étudiants, des candidats ou des usagers, finalement, qui se posent encore la question, qui s'interrogent et qui souhaiteraient finalement avoir davantage d'informations sur le concours visé en lui-même ou sur l'entrée dans le métier, par exemple. Donc pour cela, nous allons avoir des intervenants de qualité auprès de nous. Et je vais d'abord céder la parole dans un premier temps à monsieur le recteur, monsieur Moya, recteur de l'Académie d'Amiens, qui souhaitait échanger, enfin en tout cas vous communiquer quelques mots en avant-propos de nos futurs échanges. Monsieur le recteur. Bien, bonjour à tous. Donc, je suis très heureux d'ouvrir ce webinaire qui va vous permettre de présenter les concours de recrutement enseignants. Et moi, je souhaitais vous encourager vivement à passer ces concours et à nous rejoindre. Et ce message, je vous l'adresse à double titre. D'abord, en tant qu'ancien enseignant moi-même, j'ai enseigné pendant plusieurs années dans des collèges et dans des lycées, mais surtout en tant que recteur d'académie, parce que dans mes fonctions de recteur, j'ai la chance de rencontrer de nombreux enseignants, j'en rencontre tous les jours, et ce que je souhaitais vous dire, c'est que je rencontre des enseignants qui, dans leur très grande majorité, sont des enseignants heureux et des enseignants épanouis, et heureux d'exercer leur métier. Alors, vous avez peut-être vu la vidéo du ministère qui, avec cette belle formule, un professeur, ça change la vie pour toute la vie. Et c'est vrai que je suis à peu près certain que tous et toutes, vous êtes capables de citer le nom d'un ou plusieurs professeurs qui vous ont marqué, vous ont soutenu, vous ont encouragé, ou vous ont passé leur passion pour leur discipline. Et donc c'est un petit peu dans cet esprit-là que nous allons vous présenter nos concours enseignants. Ce que disent les enseignants que j'ai l'occasion de rencontrer, c'est que le métier pour eux, en fait, ils le disent avec beaucoup d'émotion, c'est un émerveillement sans cesse renouvelé. En effet, ce qu'ils disent, c'est que il n'y a rien de plus merveilleux que de voir un enfant ou un adolescent s'éveiller au savoir, à la connaissance, ou un enfant, un adolescent à qui un professeur transmet par exemple sa passion pour l'histoire, les mathématiques ou toutes les disciplines. Alors, ce qu'on va vous demander de transmettre avant tout, ce sont des savoirs et des connaissances. J'insiste bien là-dessus parce que voilà, tout ce que vous avez appris dans le cadre de vos études universitaires va être extrêmement utile dans les fonctions d'enseignant, et on attend beaucoup dans cette exigence de la transmission, parce que on a la conviction que par cette transmission, vous avez la capacité d'infléchir réellement le destin de nombreux élèves et de lutter contre les déterminismes sociaux, parce que nous avons tous la conviction que la pédagogie est plus forte que la sociologie. Par ailleurs, rejoindre l'éducation nationale, c'est rejoindre une institution dont l'histoire est intimement mêlée à l'histoire de la République. Et donc, on attend de nos professeurs qu'ils s'inscrivent dans cette histoire, dans cette tradition. Et donc, en plus des connaissances dont j'ai dit qu'il fallait que vous soyez des vecteurs, des transmetteurs, eh bien, nous attendons des professeurs qu'ils transmettent et qu'ils incarnent les valeurs de la République, c'est-à-dire les valeurs d'une école publique, gratuite, laïque,
riche donc de ce long héritage et porteuse d'une promesse républicaine. Enfin, rejoindre l'éducation nationale, c'est rejoindre un collectif. Il faut lutter contre l'idée du professeur seul dans sa classe ou dans son établissement. Le collectif, c'est d'abord le collectif que vous allez rencontrer dans votre école et dans votre établissement. Vous verrez qu'il y a des équipes qui se constituent. Et au-delà de cela, c'est vraiment rejoindre toute la communauté éducative de plus d'1 million de personnel. Et vraiment, c'est l'idée que vous allez être porté par la force de ce collectif qui partage des valeurs et des ambitions communes. Enfin, ce que je voudrais dire pour conclure, c'est que devenir professeur, c'est également ouvrir le champ des possibles. Parce que vous allez acquérir des connaissances, des compétences qui vont vous être utiles, bien sûr, dans l'exercice de vos métiers, mais vous verrez que vous allez avoir des tas de possibilités de carrière qui vont s'offrir à vous après quelques années d'enseignement, soit dans l'éducation nationale, où il y a beaucoup d'autres métiers que le métier d'enseignant, soit éventuellement, si vous le souhaitez, en dehors de l'éducation nationale. Bref, vous l'avez compris, on a beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de passion pour notre métier que nous exerçons, et on espère que vous allez nous rejoindre pour partager cette passion avec nous, parce que vraiment l'école, c'est la passion au service de la raison. Merci beaucoup, Monsieur Moya. Vraiment, c'est en effet un métier qui a tout son sens. Je vous remercie vraiment pour cette introduction. Nous avons également à nos côtés Monsieur Obélian. Monsieur Obélian, vous êtes donc directeur académique des services de l'éducation nationale pour le département de l'Oise. Et vous êtes également président du CRPE. Alors le CRPE, pour ceux qui ne connaissent pas l'acronyme, Monsieur Obélian. Oui, concours de recrutement des professeurs des écoles, qui est un concours académique et qui permet effectivement de recruter l'ensemble des professeurs des écoles du premier degré, public et privé, dans l'académie. Très bien. Voilà. Peut-être quelques mots en complément de Monsieur le Recteur, puisqu'effectivement, quelle posture attend-on d'un enseignant du point de vue de l'institution, mais aussi du point de vue du concours et des jurys de concours. Alors, un enseignant, c'est un agent du service public d'éducation qui transmet des savoirs et des connaissances, qui permet à ses élèves d'apprendre, mais qui transmet aussi les valeurs de la République. Et ça, c'est très important, Monsieur le Recteur l'a rappelé, et c'est ce qu'on cherche à percevoir immédiatement chez un candidat, d'avoir ces deux valences-là, dans le cadre d'un référentiel de compétences qui est commun à l'ensemble des enseignants. Il y a une culture commune des métiers de l'enseignement, il y a une culture professionnelle qui est partagée, et puis il y a quelques spécificités propres à chaque spécialité. Mais l'idée, c'est que l'ensemble des professionnels du service public de l'éducation se reconnaissent effectivement dans des valeurs, dans des convictions qui fondent leur action, notamment les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité, la laïcité, et puis la conviction dans l'éducabilité de tous les élèves, c'est-à-dire tous les élèves sont en capacité d'apprendre et de progresser. Et c'est ce socle de valeurs qui fonde la noblesse du métier et ce sont nos principales valeurs. Alors, les enseignants se rassemblent autour d'objectifs communs, effectivement, agir en éducateur responsable selon les principes éthiques, coopérer au sein d'une équipe, utiliser le numérique, coopérer avec les parents d'élèves, les partenaires de l'école, prendre en compte la diversité des élèves, les accompagner. Monsieur le Recteur l'a dit, c'est tout sauf un métier solitaire, c'est vraiment un métier en équipe et avec des partenaires. Et effectivement, ce référentiel de compétences des enseignants, c'est quelque chose qui traversera évidemment le concours, mais aussi leur formation initiale, et savoir qu'un enseignant, il représente à lui seul l'institution au cœur de sa classe, et il a en responsabilité ce à quoi les parents tiennent le plus au monde, leurs enfants, qu'ils nous confient, afin qu'ils apprennent en toute sécurité. Et donc effectivement, on a là un très beau métier, et on ne peut qu'encourager les uns et les autres à venir nous rejoindre. Absolument. Merci beaucoup, messieurs. Là, vous nous donnez l'élan, finalement, pour aller jusqu'au bout de la démarche des candidats. On les invite à s'inscrire. On vous rappelle, n'oubliez pas que la période d'inscription des concours a débuté depuis le 1er octobre jusqu'au 7 novembre. Ma collègue pourra vous en parler après. Donc vraiment, dans la société qui est la nôtre, c'est vraiment un métier qui a du sens, qui est porteur de valeurs.
Et donc, on vous incite vraiment à vous inscrire. Vous allez le voir, on va vous l'expliquer après. De toute façon, on vous accompagne depuis votre inscription jusqu'à l'entrée dans le métier. Et donc, justement, sur des aspects maintenant très pratico-pratiques. Et je pense que c'est vraiment aussi cette première inquiétude que vous avez. Et on va essayer de vous rassurer sur ce point. Vous avez entendu parler peut-être de Cyclades, vous avez entendu parler des différents types de concours. Eh bien, ma collègue qui est juste à côté de moi, qui va peut-être se présenter, va pouvoir vous donner des éléments vraiment très précis qui vous permettront soit de franchir le pas, soit de vous rassurer. Et puis, je pense aussi, Noémie, tu pourras expliciter le suivi aussi qui est fait au niveau de la zone de discussion, qui vous permettra aussi peut-être de poser des questions, d'avoir des réponses. Noémie. Merci. Donc bonjour à tous. Alors déjà, si à la suite de mon intervention, vous avez des questions supplémentaires concernant votre inscription, donc j'ai 2 collègues du bureau des concours enseignants qui pourront répondre à vos questions, que je remercie d'ailleurs. Donc vous pouvez tout à fait poser vos questions dans le chat et elles y répondront. Donc soit elles pourront y répondre immédiatement, soit elles pourront vous transférer vers l'adresse mail, la boîte fonctionnelle du concours enseignant, donc c'est-à-dire l'adresse concours@ac-amiens.fr où vous pourrez y poser toutes vos questions. Alors dans un premier temps, je vais vous rappeler les différents types de concours enseignants. Donc en règle générale, il y a 3 types de concours. Les inscriptions ont commencé le 1er octobre 2024 et se clôtureront le jeudi 7 novembre à midi. Alors il est conseillé aux candidats de ne pas attendre la dernière minute pour s'inscrire parce qu'il n'y aura pas de prolongation de la période d'inscription et aucune inscription hors délai ne sera prise en considération. Donc veillez bien, si vous le souhaitez, à faire votre inscription avant le jeudi 7 novembre à midi. Donc avant de procéder à leur inscription, les candidats doivent vérifier qu'ils remplissent bien les conditions d'accès au concours. Donc les conditions régies par la réglementation du concours choisi. Alors en général, il y a 3 types de concours. Donc il y a le concours externe, le concours interne et le 3e concours, donc sauf pour les candidats à l'agrégation. Donc le concours externe s'adresse aux candidats possédant déjà un certain diplôme. Ça peut être Master 2, ça peut être niveau Bac+2, niveau Bac+3, je pense notamment au CAPLP. Le concours interne va s'adresser aux candidats qui sont déjà fonctionnaires et aux agents non titulaires qui ont déjà acquis un certain nombre d'années de service public et qui détiennent le diplôme requis. Et le 3e concours qui va s'adresser aux candidats ayant exercé pendant une durée déterminée une ou plusieurs activités professionnelles dans le cadre de droit privé. Donc dans le cadre de droit privé, c'est-à-dire si vous avez déjà travaillé par exemple chez Veolia, chez McDonald's, etc., vous pouvez postuler au 3e concours de la fonction publique. Ensuite, pour s'informer sur les spécificités propres à chaque concours, qu'il soit premier ou second degré, je vous invite à aller consulter le site devenirenseignant.gouv.fr où vous y retrouverez toutes les conditions d'inscription, c'est-à-dire le niveau de diplôme, les attestations nécessaires, le nombre d'années d'enseignement pour pouvoir concourir. Et pour rappel, l'inscription à un concours relève d'une démarche personnelle devant être effectuée par le candidat lui-même. Donc, au niveau des dates et des lieux des épreuves, donc toutes les épreuves d'admissibilité, que ce soit pour les concours du 1er ou du second degré, se dérouleront sur Amiens ou sa métropole. Alors je peux déjà vous communiquer quelques dates pour les épreuves écrites. Donc pour l'agrégation interne, ce sera du lundi 27 au jeudi 30 janvier 2025. Pour le CAPEPS interne et le CAPES interne de documentation, ce sera le vendredi 31 janvier 2025. Pour les concours de psychologue de l'éducation nationale, ce sera les lundis 3 et mardi 4 février 2025. Pour les concours de l'agrégation externe, du lundi 17 février au mercredi 12 mars 2025. Ensuite, pour le CAPEPS externe, le CPE et le CAPET, ce sera du jeudi 6 et vendredi 7 mars 2025. Pour les CAPES externes, ce sera du jeudi 13 au mardi 25 mars 2025. Pour les CAPLP, du mercredi 26
au jeudi 27 mars 2025. Et pour les CRPE, donc ce sera le mardi 1er et mercredi 2 avril 2025. Et pour le CRPE supplémentaire, donc pour les académies uniquement de Créteil et Versailles, ce sera les lundis 14 et mardi 15 avril 2025. Noémie, peut-être petite précision, tous les éléments que tu viens de donner, on pourra les afficher sur le site de l'Académie d'Amiens. Oui. Et puis aussi, autre précision importante, ce webinaire est enregistré, donc pour toutes les personnes qui ne pourraient pas assister en direct, vous retrouverez également le lien sur le site de l'Académie d'Amiens. Voilà. Oui, tout à fait. Donc du coup, les épreuves orales d'admission pour le concours de professeurs des écoles se dérouleront à partir du lundi 26 mai et jusqu'au jeudi 5 juin 2025. Et pour ce qui sera des concours second degré, vous pouvez du coup consulter le site devenirenseignant.gouv.fr où vous aurez toutes les dates de concours. Très bien. Alors là, on a un calendrier précis. Oui. Mais alors, j'ai vu circuler quelques questions. Où doit-on s'inscrire? Alors, donc vous pouvez vous inscrire via l'application Cyclade, que ce soit pour les concours du premier et du second degré. Et sur le site devenirenseignant.gouv.fr, vous y trouverez donc le lien pour s'inscrire, le lien via l'application Cyclade et toutes les différentes conditions. Donc si c'est une première inscription à un concours, vous devrez vous créer un compte. En revanche, si vous êtes déjà inscrit soit à un concours, soit à une certification, vous devrez réutiliser le même compte. Parce que du coup, à chaque adresse mail est associé un compte propre. Si vous souhaitez vérifier que vous êtes bien inscrit, à l'issue de votre inscription, vous allez recevoir une confirmation d'inscription. Donc, il sera disponible dans votre onglet « Mes documents ». Vous allez recevoir et la confirmation d'inscription et toute la liste des pièces justificatives à fournir pour compléter votre inscription au concours. Donc, les pièces justificatives, je me permets d'insister, sont à fournir le plus rapidement possible. Surtout par rapport aux pièces justificatives que vous possédez déjà. Je pense aux justificatifs d'identité, je pense aux diplômes. Et ensuite, vous avez jusqu'au résultat d'admissibilité pour fournir tout ce qui est attestation. Donc, par exemple, je pense aux attestations de natation. Je pense aux tests d'aptitude au sauvetage aquatique pour les candidats à l'agrégation externe de PS, par exemple, ou au CAPEPS. Il est normal que toutes vos pièces justificatives ne soient pas vérifiées en même temps. Donc par exemple, il va être plus facile pour nous d'attester de la validité d'une pièce d'identité, d'un passeport, plutôt que d'un état des services. Donc toutes les pièces justificatives doivent être fournies via votre espace candidat Cyclade au format PDF. Et lorsque le contrôle des pièces justificatives, et c'est pour ça qu'il est vraiment important de les fournir au plus vite, montre que les candidats ne remplissent pas les conditions pour concourir. Les candidats donc, ne peuvent ni figurer ni être maintenus sur la liste d'admission, ni être nommés qu'ils aient été de bonne foi ou non. Donc c'est pour ça que j'insiste encore une fois bien sur le fait de déposer vos pièces justificatives au plus vite sur votre espace candidat Cyclade. Ensuite, pour les candidats concernés, vous avez la possibilité de demander un aménagement d'épreuve. Et les aménagements d'épreuves s'effectuent au moment de l'inscription au concours. Donc vous avez une case spécifique à cocher « Aménagement ». Et les aménagements sont accordés ou non après production d'un certificat médical délivré par un médecin agréé. Donc si vous souhaitez consulter la liste des médecins agréés, vous pouvez la consulter sur le site de l'Agence régionale de santé. Vous avez tous les médecins agréés de votre département. Et j'insiste encore une fois sur le fait que le certificat médical, le médecin dessus doit indiquer les aménagements nécessaires. Il n'est pas nécessaire d'indiquer la pathologie, mais bien les aménagements nécessaires au concours. Et ensuite, donc, je vais conclure sur la vigilance à apporter aux convocations. C'est-à-dire que les convocations vous seront envoyées via votre espace candidat Cyclade et au plus tard 15 jours avant le début des épreuves. J'insiste, lisez bien votre convocation parce qu'il peut y avoir plusieurs sites de passation des épreuves. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que votre collègue va passer ses épreuves dans un certain site que vous serez forcément convoqué sur ce même site. Alors soyez vigilants vraiment lors de la réception de la convocation, lisez-la bien.
Et c'est ce qui vous permettra de passer votre concours beaucoup plus sereinement. Très bien, merci Noémie. Juste un rappel peut-être. Alors je vois que nos collègues répondent au fur et à mesure à certaines questions au niveau de l'espace de discussion. Mais est-ce qu'il y a encore des questions complémentaires? Une adresse à laquelle on peut encore vous questionner? Oui, donc si à l'issue de cette intervention vous avez encore des questions, je vais vous donner l'adresse mail à laquelle vous pourrez poser vos questions et vous aurez une réponse. Donc c'est l'adresse concours@ac-amiens.fr. Très bien, merci beaucoup Noémie. Donc là on était vraiment sur des questions pratiques. Et voilà, c'est une étape indispensable et qui peut parfois générer peut-être quelques angoisses ou quelques questions. Donc j'espère qu'on aura pu répondre à toutes vos questions. Autre sujet qui nous importe aussi beaucoup, bien sûr, à partir du moment où le concours a été... Enfin voilà, on a le concours en vue, on a l'échéance du concours, mais il y a peut-être des éléments... que vous connaissez peut-être certainement, mais je pense que nos prochains intervenants pourront vous donner peut-être quelques références ou quelques ressources indispensables pour préparer ce concours une fois que vous serez inscrit. Et puis nous parlerons peut-être davantage justement de l'entrée dans le métier. Je céderai la place à nos deux prochains intervenants que je remercie d'être avec nous. Donc je vais vous présenter. Donc nous avons Madame Ponchamp, qui est inspectrice de l'éducation nationale pour le premier degré dans le département de l'Oise et qui est vice-présidente de jury pour le CRPE. Et nous avons Monsieur Bouchard, qui est donc inspecteur pédagogique, enfin inspecteur d'académie IPR, IAIPR en mathématiques et qui est donc doyen des IAIPR pour l'Académie d'Amiens. Donc nous avons vraiment voilà, deux spécialistes, deux experts qui vont pouvoir nous donner des petits éléments aussi de compréhension et puis qui vont aussi pouvoir vous rassurer sur l'entrée dans le métier notamment. Mais première chose donc, alors je vais vous donner la parole à l'un et à l'autre. Madame Ponchamp et ensuite Monsieur Bouchard, est-ce que vous voyez vraiment des éléments qui vous paraissent incontournables pour préparer le concours, alors premier degré mais également ensuite second degré avec Monsieur Bouchard? Oui, effectivement, dans préparer ce concours du premier degré, comme le disait Monsieur le recteur, ne pas perdre de vue que vous vous engagez dans un métier absolument merveilleux et absolument passionnant qui changera forcément la vie des enfants, voilà, que vous accompagnerez dans leur formation et qui peut-être dans 30 ans parleront encore de vous. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut garder à l'esprit. Pour préparer ce concours, il faut avoir déjà à l'esprit qu'il est important d'avoir en tout cas un bon niveau de langage écrit, ainsi qu'un bon niveau de langage oral. N'oubliez pas que vous aurez en responsabilité un groupe d'enfants pendant de nombreuses années, on l'espère. Également un niveau solide dans tout ce qui est fondamentaux et ce qui est lié aux mathématiques. Je pense que mon collègue pourra le confirmer. Voilà, une curiosité sans borne aussi, parce que nous avons tous nos spécificités par rapport à notre origine au niveau de nos études. Voilà, et puis surtout en termes de posture, être quelqu'un de très ouvert, respectueux et engagé dans les valeurs de la République et toujours très engagé au service de la réussite de nos élèves. Très bien. Monsieur Bouchard, est-ce que vous avez des compléments? Des compléments, évidemment. D'abord, j'agrée à tout ce qui a été dit. Alors, sur le disciplinaire, bien évidemment, effectivement, il faut une base disciplinaire qui soit très solide. Après, un deuxième point, il ne faut pas oublier, on est dans l'éducation nationale, c'est-à-dire qu'il y a la partie éducation, donc, sur laquelle sont revenus en fait mes prédécesseurs. Donc effectivement, quand on enseigne sa discipline, on est recruté pour enseigner une discipline, ou plusieurs disciplines quand on est dans le premier degré. Mais en fait, ce qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est qu'on est là aussi pour éduquer les enfants. Voilà. Donc c'est le mot éducation qui est vraiment important. Après, pour l'autre partie de la question, sur la préparation, alors là c'est sans doute plus difficile, dans le sens où effectivement il y a une multitude finalement de concours qui permettent de devenir enseignant. Donc on voit bien qu'en dans le premier degré, ça va être une certaine préparation. Dans le second degré, ça va être aussi très variable, suivant qu'on est sur des concours internes, parce qu'on peut avoir des statuts différents. Donc dans les concours internes, par exemple, en général, on passe par
par une reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle. C'est un dossier RAEP qui permet d'obtenir une admissibilité ou non à un concours, suivi d'un oral. Et donc ce dossier RAEP se prépare. Donc il va se préparer, alors ça peut être par le biais au sein des INSPE, il peut y avoir des préparations. Ça peut être aussi parfois une préparation personnelle. Dans ces dossiers RAEP, en général, puisqu'on est sur les acquis de l'expérience, c'est aussi présenter des situations d'enseignement. Donc ça demande de pouvoir avoir eu la possibilité d'enseigner. Alors lorsqu'on est contractuel, c'est simple. Lorsqu'on est professeur, par exemple, je pense à un exemple classique d'un professeur de technologie qui souhaiterait enseigner les mathématiques, effectivement, il peut tout à fait, au sein de son établissement, préparer des séquences d'enseignement de mathématiques. Donc ça veut dire que c'est difficile de faire une généralité sur les façons de se préparer. Elles sont très multiples suivant les différents concours. On est vraiment sur la préparation aussi en amont. Il va y avoir la barrière de l'admission, hein, pour ensuite aboutir à l'admissibilité. Alors comment ça se passe pour ceux qui ne visualisent pas, qui ne voient pas en quoi cela ça consiste? Comment passe-t-on, quelles sont finalement les différentes étapes qui nous permettent de passer de l'un à l'autre? Donc pour le premier degré, vous avez donc 2 épreuves d'admissibilité, qui celles-ci sont nationales. Donc ça c'est la première barrière. Donc, comme le rappelait effectivement mon collègue, là on va venir tester votre solidité sur les aspects, tout ce qui est maîtrise des fondamentaux et maîtrise de la didactique. Ça c'est la première barrière. Voilà. Et ensuite vous avez donc des épreuves d'admission. Donc ces épreuves d'admission pour le premier degré, elles sont multiples. C'est-à-dire que vous aurez ce qu'on appelle une épreuve de leçon. Voilà. Il faudra vous projeter dans une situation d'enseignement sur le premier degré. Et puis vous aurez aussi des mises en situation. Donc tout ça, ça va se présenter à l'oral. On a passé la barrière des écrits. Et donc à l'oral, effectivement, on vous proposera une mise en situation d'enseignement et une mise en situation plutôt sur tout ce qui est thématique autour de la vie scolaire, ainsi qu'une épreuve dédiée à l'enseignement de l'EPS. Toujours avec cette importance accordée à la posture et aux valeurs, ce qui va pouvoir être montré, prouvé lors des oraux. C'est-à-dire que là, on va voir lors des oraux la capacité du candidat à se projeter réellement vers ce métier, à être capable d'avoir la posture adéquate face effectivement à un groupe d'élèves, sachant que lorsqu'on passe le CRPE, on s'apprête à exercer un métier dans lequel on doit être polyvalent, puisqu'on peut avoir affaire à des élèves de 3 ans, de petites sections, comme à des plus grands qui s'apprêtent à entrer au collège. Donc là, la polyvalence est une qualité absolument indispensable. Et puis, effectivement, en termes de posture, être prêt à travailler en équipe, être prêt et suffisamment ouvert pour pouvoir travailler avec ses collègues, les familles, avec tous les enjeux que l'on connaît, et aussi l'ensemble des partenaires de l'école. Complètement. Monsieur Bouchard, forcément il y a des similitudes, mais est-ce que c'est... Alors, pour les épreuves d'admission, effectivement, alors, déjà il y a une première chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans chaque concours, le jury produit un rapport. Et je pense que c'est quand même un bon élément sur lequel il faut s'appuyer, il faut le lire. Parce que dans ce rapport, il y a des conseils. Alors, lorsqu'on est sur les concours internes, il y a aussi des conseils sur la préparation du RAEP, du dossier des acquis de l'expérience. Donc, il y a des éléments pour la constitution de ce dossier. Il y a aussi des éléments sur la façon dont se déroule l'oral et sur ce qui est attendu des candidats. Et je pense que c'est vraiment, quel que soit le concours, un document d'appui. Donc, il faut aller en général sur le site du concours. On les retrouve... Évidemment, là, je ne peux pas vous donner une liste exhaustive, mais on les retrouve assez facilement sur Internet. Et donc, consulter ces rapports et vraiment appliquer les conseils qui sont donnés. Après, effectivement, sur la partie admissibilité, j'ai vu passer tout à l'heure un peu la question dans le chat à propos de la bienveillance. Et les jurys sont bienveillants, parce qu'on sait bien qu'un oral, c'est une épreuve qui est vraiment difficile. Alors, pas difficile forcément sur le fond. Le fond, bien sûr, il y est. Mais il y a aussi, on sait que c'est difficile parce que voilà, on est dans des situations, on se retrouve dans une situation d'élève. Alors, quand on est jeune étudiant,
la proximité est très proche, mais effectivement, on a aussi des candidats qui ont peut-être depuis quelques années qui ne sont plus enseignants. Donc il y a cette difficulté voilà, d'échanger avec un jury, donc il y a un stress. Et donc voilà, les jurys, parce que j'ai quand même participé pendant quelques années, sont effectivement bienveillants parce qu'on connaît la difficulté de cette épreuve d'oral. Voilà. Et donc on essaye de mettre les candidats dans les meilleures conditions pour qu'effectivement eux-mêmes montrent le meilleur d'eux-mêmes. Très bien, merci beaucoup. Alors il y a un sujet parfois qui est un sujet qui a source d'inquiétude chez les candidats, chez les futurs lauréats, c'est la question de l'affectation. Alors il y a vraiment des différences entre le premier degré, le concours premier degré et les concours second degré. Est-ce que vous pourriez juste nous dire quelles sont ces différences et comment se traite justement cette affectation? C'est un peu plus complexe. On va juste rester sur des données qui sont de données de premier niveau d'information, on va dire. Sachant que, comme l'année précédente, nous aurons un webinaire justement avec la DPE académique pour le second degré, parce qu'il y a vraiment une vraie spécificité sur la question de l'affectation. Et il y a un webinaire qui sera prévu également sur un moment bien précis en fin d'année qui permettra d'avoir davantage de détails et de lisibilité sur cette question des affectations. Mais quand on est lauréat à un concours, Madame Ponchamp, pour le premier degré, ça se passe comment? Comment se fait l'affectation? Alors quand on est, le CRPE est un concours académique. Voilà, donc on se prépare à devenir professeur des écoles dans une académie, voilà, et ensuite l'affectation est départementale. Donc pour l'Académie d'Amiens, nous avons 3 départements, et vous serez donc, à l'issue du concours, affecté dans l'un des départements de l'académie dans lequel vous allez exercer, dans lequel vous serez donc stagiaire, voilà, dans lequel vous serez formé également. Et puis, bien évidemment, lorsque vous serez titularisé, vous pourrez participer à des opérations de mouvement si vous souhaitez changer de département. Mais en tout cas, pour le premier degré, si on reste sur des choses très simples et très factuelles, l'affectation est départementale. Très bien. Et donc cela signifie que chaque lauréat, en fait, est en contact avec un service de gestion qui est dédié donc, pour chaque département. Oui, dans les directions académiques, au niveau de chaque département, il y a des services dédiés donc à la gestion des enseignants qui sont stagiaires, voilà, et donc qui s'occupent de la gestion, en tout cas, de leur entrée administrative dans le métier. Très bien. Alors, Monsieur Bouchard, c'est un peu différent pour les concours second degré. C'est les concours nationaux. Voilà. Alors, on est une académie, justement, une des particularités de notre académie, c'est qu'effectivement, on accueille beaucoup aussi de jeunes enseignants, de jeunes collègues. Voilà. Moi, je viens de Nice, voilà. Mon premier poste, c'était l'Académie d'Amiens. Voilà. Et donc, effectivement, on a beaucoup de jeunes qui viennent d'autres académies, parfois qui restent, ou qui restent quelques années, parce qu'on le voit bien quand on regarde un petit peu les enseignants qu'on est amené à rencontrer. Voilà, ils restent quelques années, 7, 8 ans, et après, certains retournent dans leur académie d'origine ou l'académie sur laquelle ils veulent se rendre. Voilà. Alors, je vous en prie. Parce que c'est quelque chose de très important. Alors, en plus, votre exemple, enfin, vous en témoignez, c'est-à-dire que quand on vient dans l'Académie d'Amiens, on a envie d'y rester quand même, généralement, parce que c'est une académie qui sait accueillir ses agents et qui est force de proposition, notamment en termes de formation. Donc on a une formation qui est solide, qui est proposée aux enseignants et voilà. C'est une académie très dynamique. Dynamique et qui nous permet de fidéliser nos professeurs. Oui, exactement. Voilà. En tout cas, ceux qui viennent en académie, les extérieurs, ils restent en général quelques années. Après, parfois, il y a des situations bien évidemment particulières, et ça, comme dans toute profession, où des gens très rapidement peuvent vouloir repartir. Mais en général, voilà, les gens qui viennent sont très très bien accueillis et ils restent avec plaisir. Oui, je confirme. Ils restent avec plaisir, puisque moi aussi je viens d'une autre académie. Voilà, je viens de l'Académie de Versailles, où j'ai été enseignante longtemps, et je suis ravie d'exercer dans l'Académie d'Amiens. Donc je vous confirme que c'est une très belle académie, on a envie d'y rester. Parfait, merci beaucoup, merci beaucoup. Donc cette question de l'affectation, de toute façon, vous serez accompagné, elle se gérera de la meilleure façon qui soit lorsque le moment sera venu. Une fois qu'on a passé cette question de l'affectation, on arrive sur l'année de stage.
Comment se passe l'année de stage? Est-ce qu'il y a encore de la formation? Qui accompagne les stagiaires? Voilà, quelle est la proportion finalement de côté pratique et de côté encore théorique? Dites-nous un petit peu, Madame Ponchon. Alors, pour le premier degré, et selon votre statut, c'est-à-dire selon ce que vous avez fait avant, parce que là aussi, effectivement, il y a énormément de profils. C'est un métier dans lequel nous avons des candidats qui viennent de tous horizons. Donc, il n'y a pas de règle simple, finalement. Selon votre profil, vous allez de toute façon devenir enseignant, fonctionnaire, stagiaire. Ça veut dire que vous allez passer une partie de votre temps à l'INSPE, du département d'affectation, et une partie de votre temps en classe, sur le terrain, avec les collègues, avec les élèves. Donc là, vous aurez vraiment presque les deux pieds dans le métier. Ce qui veut dire que dans votre formation, vous aurez effectivement toute la formation sur la partie universitaire par l'INSPE, et vous aurez aussi un accompagnement par les tuteurs académiques et par les tuteurs de terrain en circonscription, au sein des écoles dans lesquelles, ou de l'école dans laquelle vous exercerez. Après, la quotité de présence dans l'école dépend en grande partie de votre profil en tant que candidat. Merci beaucoup. Monsieur Bouchard, comment pour le cela se second passe-t-il? degré, finalement, on a un petit peu la même chose. Donc, on se passe dans l'hypothèse, vous avez eu le concours, et c'est ce qu'on vous souhaite. Donc, effectivement, il y a deux profils. Effectivement, il y a ceux qui auront des stages dits à temps complet, donc ils vont effectivement, alors, suivant qu'on est agrégé ou certifié, donc ils vont enseigner 18 ou 15 heures, et donc pour lesquels il y a quelques formations, c'est sur une journée par semaine, et après il y a les autres stagiaires, donc qui effectivement eux auront un mi-temps, et donc auront 2 journées de formation au sein de l'INSPE. Donc ça, c'est la partie, on va dire, formation institutionnelle. Et comme disait effectivement ma collègue, il y a aussi toute une formation qui est au sein de l'établissement, puisque dans l'établissement, vous bénéficiez d'un tuteur qui vous accompagne, et effectivement, tout le travail qui va pouvoir se faire en équipe. Voilà, la première année, effectivement, c'est une année très dense, je pense très intéressante, mais très dense. Ce qui est important, c'est de souligner que le lien, lorsqu'on est stagiaire, reste fort entre l'université et le terrain. Quelle que soit votre quotité, vous serez de toute façon solidement accompagné, et les connexions restent fortes. Vous ne serez jamais laissé seul. Alors, lorsque vous dites vous serez accompagné, qui accompagne, enfin, voilà, quel profil d'agent, d'encadrant, de formateur suit les stagiaires? Alors pour le premier degré, nous avons donc des formateurs INSPE qui assurent le suivi des enseignants stagiaires, donc qui vont par exemple les voir en classe, voilà, les visiter, leur donner des conseils, travailler tous les aspects didactiques et pédagogiques avec eux. Et puis vous avez donc en circonscription un inspecteur est entouré d'une équipe. Dans cette équipe, il y a des maîtres formateurs et des conseillers pédagogiques qui connaissent très bien les écoles, très bien les équipes, très bien le terrain, voilà, et qui eux travaillent en collaboration pleine et entière avec les tuteurs INSPE, et qui viennent aussi, voilà, vous accompagner au niveau local et au niveau circonscription. Et dans le second degré? C'est sensiblement la même chose, effectivement. Dans le cas des stagiaires qui sont à mi-temps, donc effectivement, il y a un travail vraiment de coopération avec l'INSPE, puisque donc ils peuvent effectuer des visites. Nous aussi, on peut, à la demande, faire des visites d'accompagnement. Et dans le cas des stagiaires qui sont à temps complet, là, il n'y a pas de visites qui sont prévues par l'INSPE. Et donc l'accompagnement, il est d'abord très fort, c'est par le tuteur, vraiment l'accompagnement de terrain. Et les corps d'inspection, évidemment, peuvent aussi accompagner, mais là, voilà, c'est suivant les retours et suivant le besoin d'accompagnement des stagiaires. Voilà, l'idée, il n'y a pas une règle générale, on s'adapte pour être le plus près des besoins des uns et des autres. Bien sûr. Et je rejoins mon collègue lorsqu'il dit ça, c'est-à-dire que très concrètement, en circonscription, on accueille lors de la pré-rentrée, on a un temps dédié pour accueillir les enseignants stagiaires, voilà, pour leur présenter la circonscription, le terrain sur lequel ils vont travailler, voilà, leur expliquer un peu comment va se dérouler leur année, leur donner des conseils très pratico-pratiques, et surtout leur expliquer qu'on est toujours là, toujours à leur disposition pour les aider, et que effectivement
nous travaillons dans nos classes, mais nous faisons du travail d'équipe. Et que donc, on leur donne des repères, on les rassure et on explique bien évidemment aux enseignants qu'il y a le tuteur de l'INSPE et il y a aussi les équipes, les directeurs et qu'au niveau de la circonscription, il y a un ensemble de formateurs et aussi l'inspecteur qui est à leur disposition pour les accompagner et les rassurer. C'est très intéressant ce que vous dites, monsieur le recteur a parlé du collectif. Quand on est enseignant, on fait partie d'un collectif. J'ai envie de vous dire qu'il y a un collectif finalement sur une zone de proximité, parce qu'il y a des collègues au quotidien avec lesquels on évolue, mais il y a aussi tout le collectif qui vous accompagne. Vous avez parlé de l'équipe de circonscription, les inspecteurs. Et peut-être, je pense que c'est aussi important de dire que finalement, il y a certaines parfois représentations qui sont un peu erronées sur... la place, le rôle de l'inspecteur. En fait, un inspecteur, ce n'est pas quelqu'un qui évalue en permanence. Non. Non. Monsieur Bouchard, un inspecteur, finalement, sa mission première. Évidemment, il y a la partie inspection, mais il y a la partie, je parlais d'accompagnement, mais voilà, l'accompagnement qui se traduit, alors des fois, effectivement, ça peut être perçu comme une inspection, c'est-à-dire qu'on va en classe, parce qu'effectivement, si on veut pouvoir échanger avec les collègues, c'est bien d'échanger sur des choses concrètes, donc on peut échanger sur des pratiques de classe, faire des retours, voilà, pour essayer de dégager des axes de progrès, pour écouter, parce que, là, on va peut-être en parler tout à l'heure, mais je trouve une chose qui est importante quand même dans notre métier, et sur lesquels je pense, quand on débute dans le métier, c'est important de se rappeler, c'est qu'on a de la chance d'avoir un métier où on peut essayer des choses. Voilà, on expérimente. Alors peut-être que l'année de stage, on ne va pas trop expérimenter. Voilà, parce que voilà, il y a quand même beaucoup de choses à faire. Mais on a un métier où on peut vraiment expérimenter. Donc avoir un retour des corps d'inspection sur ces expérimentations, je pense que c'est un point qui me semble important. Donc voilà, les corps d'inspection, on est là effectivement pour accompagner. On a des chargés de mission d'inspection qui sont enseignants, qui seront enseignants comme vous, qui sont là, qui vont vous rencontrer, qui vont effectivement pouvoir échanger, regarder vos pratiques de classe, discuter, voir ce qui peut être amélioré. Parfois, nous aussi, on prend, dans ce qu'on voit, on prend des choses qui nous semblent intéressantes et on les fait partager à d'autres collègues, voilà, parce que voilà, c'est pas parce qu'on a quelques années d'enseignement, pas mal quand même, quand voilà, on a tout vu. Non, on découvre plein de choses et c'est vrai que voilà, ces échanges sur le terrain, c'est ça qui est important. On n'a pas tout vu, effectivement, et puis on peut aussi rassurer nos très jeunes enseignants en leur disant que nous aussi, on a été enseignants pendant un certain nombre d'années, que le terrain, c'est notre réalité, notre quotidien, que le creuset de tout ça, c'est la classe, les élèves, et effectivement l'inspecteur n'est pas là que pour évaluer, bien sûr il a une dimension d'évaluation, mais je pense que voilà, sa première mission c'est bien l'accompagnement et le soutien et surtout les échanges sur tout ce qui est en rapport avec les pratiques de classe pour aider les candidats, les enseignants à construire leur professionnalité qui continueront à construire tout au long de leur carrière. C'est également intéressant parce qu'en plus, cette idée aussi finalement de s'enrichir mutuellement les uns les autres, on a peut-être en face de nous des personnes qui ont des parcours complètement différents et qui vont pouvoir aussi apporter leur expérience personnelle ou des éléments de leur parcours précédent et donc qui vont encore nourrir finalement des pratiques de classe et des échanges. C'est vraiment un point fort aussi que l'on doit souligner. On a parlé de bienveillance pour le concours. La bienveillance aussi sur l'année de stage, elle est présente. Malheureusement, est-ce que ça peut arriver de redoubler ou de ne pas avoir son année de stage? Est-ce que vous pourriez peut-être préciser? Alors effectivement, ça peut arriver parce que, tout comme nos élèves, nous ne fonctionnons pas tous à la même vitesse, nous n'avons pas tous les mêmes besoins, pas tous le même passé, la même expérience, et parfois on a besoin de davantage de temps pour être prêt à entrer solidement dans le métier, pour une entrée vraiment sécurisée en tant qu'enseignant. Et il arrive effectivement qu'on refasse son année de stage pour consolider les fondamentaux, pour consolider la posture, pour prendre confiance en soi, parce que c'est pas toujours facile d'avoir confiance en soi devant un groupe d'élèves. Et puis, parfois, on a besoin de temps. Donc, en tout cas, on parlait de bienveillance tout à l'heure. Alors, la bienveillance, c'est aussi de l'exigence. Mais quoi qu'il en soit, la bienveillance, ça veut dire que si de jeunes enseignants ont besoin de plus de temps, alors ils auront la possibilité de poursuivre sur une seconde année pour asseoir une entrée sécurisée
dans le métier et ils seront accompagnés voilà, de la même façon. Très très bien. J'ai le souvenir que quand j'ai commencé le métier d'inspecteur, une personne qui depuis est partie en retraite rappelait souvent c'est un des rares métiers d'éducation nationale où on peut laisser une seconde chance. C'est-à-dire que finalement, on peut effectivement sur une année ne pas être en réussite totale pour les points qui viennent d'être évoqués. On a une seconde chance, effectivement, on peut refaire une seconde année, voilà, qui permet effectivement d'être accompagné de manière peut-être plus renforcée. On change souvent, en général, on change d'établissement, donc on va avoir un autre public d'élèves, on repart à zéro. Et effectivement, c'est vraiment, évidemment, sur l'instant, c'est pas forcément toujours perçu comme une seconde chance par l'enseignant qui n'a pas été titularisé, mais effectivement, pour nous, c'est vraiment une seconde chance, on repart à zéro, et voilà, et la plupart du temps, quand même, il y a une bonne réussite sur la deuxième année. Il y a parfois des gens, effectivement, peut-être qui se rendent compte que c'était peut-être pas un métier qui était fait pour eux, ça peut aussi arriver. Oui. Et à contrario, on peut avoir des personnes qui ont entamé une première partie de carrière dans notre domaine et qui se rendent compte que, tout à fait. En fait, ce métier leur ouvre les droits. En mathématiques, on a beaucoup effectivement de gens qui ont été à des divers postes, ingénieurs, pas forcément centrés sur les mathématiques, sur les sciences en général, et qui après quelques années, même parfois, on a vraiment des jeunes ingénieurs qui se rendent compte que le fonctionnement dans un système privé ne leur convient pas tout à fait, qui avaient toujours eu peut-être un petit peu loin dans leur tête cette idée de devenir enseignant, qui passent le pas après 3, 4, 5 ans d'ingénieur. Très bien. Alors là, on est en train de pointer du doigt finalement la question de la mobilité. Alors c'est vrai que il est possible de faire toute sa carrière au sein de l'éducation nationale si on le souhaite, mais il est aussi possible d'évoluer vers d'autres missions. Parce que finalement, il existe des certifications, il existe des missions particulières qui nous permettent aussi d'embrasser d'autres responsabilités. Je peux peut-être juste en témoigner personnellement. Moi, j'ai été professeur des écoles, et puis justement, j'aimais à la fois transmettre aux élèves le savoir, les connaissances. Et puis j'aimais également former des stagiaires, j'aimais les recevoir dans ma classe, échanger sur mes pratiques pédagogiques, ce qui m'a amené à passer une certification pour être maître formatrice. Donc c'est ce qu'on appelle le CAFIPEM. Enfin, nous avons un certain nombre d'acronymes au sein de l'éducation nationale que vous apprendrez à découvrir, ce qui m'a amené à être conseillère pédagogique pour le premier degré, donc être formatrice à l'écoute des enseignants, toujours au service des élèves et des apprentissages. Et puis ensuite, on peut encore évoluer vers d'autres missions, vers d'autres fonctions. C'est ce que je fais actuellement. Mais c'est pour vous dire que on peut construire son propre parcours. Monsieur le recteur a parlé du champ des possibles. Alors ça, on l'offre aussi aux élèves, mais on se l'offre à soi-même parce qu'on peut évoluer et on peut aller vers des missions peut-être plus spécifiques, plus particulières, qui correspondent à certaines appétences pour telle ou telle responsabilité ou sujet. Donc c'est être enseignant, c'est aussi s'ouvrir le champ des possibles, et puis c'est pouvoir évoluer vers d'autres missions. D'ailleurs, je pense que vous en êtes aussi les témoins. Madame Ponchon, vous disiez tout à l'heure que vous étiez également professeur des écoles, et aujourd'hui vous êtes inspectrice. Oui, et avant l'éducation nationale, moi j'étais le profil de candidate qui venait d'un tout autre milieu, avec une toute autre orientation de carrière. Et puis effectivement, comme beaucoup de candidats le disent, l'enseignement était resté dans un petit coin de ma tête, et puis j'étais partie sur autre chose. Moi, ça a été mon cas. Et puis finalement, je suis devenue professeure des écoles, aujourd'hui inspectrice, et pourtant, à l'origine, rien ne me prédestinait à cette carrière. Donc le champ des possibles est totalement ouvert. Très bien, parfait. Peut-être Monsieur Bouchard, une remarque, une anecdote Pas forcément d'anecdote, mais tout en restant dans l'enseignement, parce qu'on a effectivement pas mal d'enseignants qui décident vraiment de rester enseignants toute leur vie, mais effectivement, au sein de ce métier d'enseignant, on peut devenir formateur. Donc effectivement, on a parlé d'une certification, il y a des gens qui deviennent formateurs dits académiques, qui vont effectuer effectivement de la formation, qui peut être parfois disciplinaire, ou qui peut être très transversale sur d'autres thématiques. Je ne sais pas, ça peut être de la gestion de classe, ça peut être sur les valeurs de la République, voilà.
Donc il y a toute une partie formation, il y a effectivement on propose aussi aux enseignants, parce qu'effectivement les carrières sont longues, donc on propose aussi parfois d'intégrer des groupes de travail. Ça permet effectivement d'avoir peut-être un petit peu de recul aussi sur son métier. Donc voilà, donc on peut évoluer dans ce métier, voilà. C'est un métier riche, très riche, qui nourrit les autres et qui vous nourrit à titre personnel. Donc une source d'épanouissement professionnel et personnel certaine. Voilà, je pense que nous avons décliné beaucoup de points, que ce soit au sujet des concours à proprement parler, avec des questions vraiment très pratiques. Je remercie vos collègues Noémie qui ont pu, je pense, répondre à une grande partie des questions, et de toute façon vous avez également communiqué des adresses qui permettront de revenir peut-être sur certains points. Oui, j'ai noté quelques questions qui sont apparues dans le chat, donc que j'ai vu, donc notamment la formation peut-elle permettre à elle seule d'être titularisée sans passer le CAPES? Donc non, c'est-à-dire qu'il faut absolument passer un concours pour pouvoir être titularisé. Et en fait, la formation, quand on a parlé de formation, on a parlé de formation pendant l'année de stage, c'est-à-dire que vous obtenez le concours, vous êtes admis au concours, et ensuite vous bénéficiez d'une année de stage. Et la formation dont on a parlé tout à l'heure, c'est la formation qui se déroule pendant votre année de stage. Donc une fois que vous avez obtenu le concours. Et je rebondis également sur une question pour les titulaires d'une licence. Qu'en est-il de tout ce qui va être passation du concours pour les titulaires d'une licence? Alors, donc ça dépend vraiment de quel concours vous souhaitez passer, parce qu'il y a des concours notamment de professeurs des écoles que vous pouvez passer avec une licence. Mais pour ce qui est des concours CE2 niveau licence, donc ça ne se fera pas cette année, mais c'est en pourparlers pour les années prochaines. Et dans tous les cas, on vous incite vraiment à consulter le site devenirenseignant.gouv.fr pour connaître toutes les modalités, et si l'année prochaine ou dans plusieurs années le concours s'ouvre au niveau licence, vous en serez bien sûr informé en consultant le site Devenir enseignant. Très bien, merci. Alors peut-être aussi à noter, nous gardons le contact, de toute façon, oui. Vous allez recevoir via Cyclade ou via d'autres vecteurs de communication, vous recevrez des informations régulières de notre part. Le site de l'Académie d'Amiens, bien sûr, est une source d'informations très importante à ne pas négliger. Et puis, nous préparons également un webinaire pour la fin d'année concernant les affectations, notamment pour le second degré. Donc, vous aurez des informations régulières et vous serez accompagnés voilà, dès aujourd'hui jusqu'à l'obtention de votre concours et bien après. Donc voilà, donc rappeler la date de fin des inscriptions. Peut-être rappeler la date de fin des inscriptions. Donc qui est le jeudi 7 novembre à midi. Voilà, donc une date très importante, il n'y aura pas de prolongation, donc c'est vraiment la date butoir, la date couperet. On espère vous avoir convaincu. En tout cas, je pense qu'on a parlé de notre métier et de nos missions avec ferveur. Donc voilà, donc rejoignez-nous de toute façon. Voilà, vous avez toutes les informations pour nous rejoindre. Et on compte sur vous. Voilà, vous êtes les bienvenus dans l'Académie d'Amiens. Voilà. Merci. Merci. Au revoir à tous.